Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'affaire Shadé Robinson, une tragédie récente arrivée plus tôt cette année, donc 2024. Ce drame va secouer la paisible communauté de Cudahy dans l'état du Wisconsin. Le 2 avril 2024, aux alentours de 17h30, une personne se promène près du parc Warnimont. Le parc Warnimont, c'est un havre de paix apprécié par des randonneurs, des cyclistes qui peuvent y traverser les sentiers battus ou parcourir les plages. Le parc attire aussi les passionnés d'ornithologie. À quelques kilomètres du lac Michigan, cette personne qui se promène était loin de s'imaginer faire une découverte si bouleversante dans un lieu si serein. Là, au bord de l'eau, elle aperçoit une jambe humaine qui gît sur le rivage. Et visiblement, cette jambe appartient à une personne noire. Les forces de l'ordre se rendent rapidement sur les lieux. Pendant une conférence, le chef du bureau du shérif du comté de Milwaukee, James Burnett, confirme qu'il s'agit d'un homicide. À ce stade, aucune personne d'intérêt n'est suspectée, ce qui laisse la communauté déjà sous le choc de l'annonce et surtout pleine de questions sans réponse. Les résidents des quartiers alentours sont horrifiés, intrigués. Pour eux, l'idée qu'une telle tragédie puisse se produire dans leur paisible voisinage est impensable. Qui a bien pu commettre un acte aussi atroce et qui est la victime? Une découverte majeure va rapidement bouleverser le cours de l'enquête. Près du parc Warnimont, dans une zone boisée, les proches d'une jeune femme disparue entament leurs propres recherches. Shadé Carlina Robinson, âgée de 19 ans, a été vue pour la dernière fois le 1er avril. Le 2 avril, sa voiture est retrouvée incendiée dans le quartier de Nash Park à Milwaukee, sans aucune trace de la jeune femme. Les membres de la famille de Shadé entendent parler de l'horrible découverte, celle des restes humains trouvés dans la même zone où la voiture de Shadé brûlée se trouve elle aussi le lendemain de sa disparition. Ils font le rapprochement et entreprennent des recherches par eux-mêmes dans une autre zone, cette fois-ci où une jambe a été retrouvée près d'un rivage. Le parc Warnimont se trouve à seulement 20 minutes en voiture du lieu de l'incendie. Et c'est là, dans les coins boisés du parc, qu'ils parviennent à mettre la main sur une couverture qu'ils reconnaissent immédiatement. Sur cette couverture, il y a la photo de Shadé et de son chien, une couverture qu'elle s'était faite en commémoration de son chien décédé. La police est informée de ça, cette preuve accablante semble lier Shadé à ces restes humains dispersés. Et pour autant, à ce stade, les enquêteurs ne confirment pas officiellement que les restes correspondent à la jeune femme, ni qu'elle a pu être la victime d'un meurtre. Mais un suspect va rapidement être placé en garde à vue, et cette personne semble avoir un lien avec cette jambe coupée qui a été retrouvée près du parc. Pour l'instant, aucune accusation officielle n'est portée. Il faut déjà déterminer qui est cet individu et quel lien il entretient avec Shadé. Shadé, c'est une jeune femme de 19 ans, admirée pour son travail, elle a plein de projets, c'est une très belle jeune femme au sourire contagieux, et elle aurait visiblement disparu après un rendez-vous amoureux avec un homme de 33 ans, fils de millionnaire. Une disparition mystérieuse qui laisse place à de nombreuses interrogations. Shadé Robinson naît le 10 mai 2004 à Vicksburg, dans l'État du Mississippi. Elle est l'unique fille de Sheena Scarborough et de Carlos Robinson. Très peu d'informations sont disponibles publiquement sur sa famille, si ce n'est que ses parents n'étaient pas mariés. Vers l'âge de 2 ans, la mère de Shadé quitte le Mississippi pour s'installer près de Milwaukee, dans le Wisconsin, une métropole dynamique du Midwest réputée pour sa scène brassicole florissante, ses festivals culturels et son climat continental. Ses parents font tout pour coparenter leur fille unique, qui va vivre entre le Wisconsin et la Floride, où vit désormais son père. Ça donne à Shadé la possibilité de profiter des plages ensoleillées et de la chaleur tropicale qu'offre le sud-est américain. En 2019, Shadé décide de s'installer définitivement avec sa mère à Milwaukee. Elle occupe 2 emplois à temps partiel, un chez Pizza Shuttle, une pizzeria où elle travaille principalement comme caissière, et l'autre au Wisconsin Club, un établissement privé prestigieux qui offre un cadre élégant et un réseau social exclusif. Un club de riches, quoi. Grâce à ces 2 emplois, Shadé acquiert une précieuse expérience professionnelle, elle gagne une certaine indépendance financière, elle s'achète sa propre voiture, une Honda Civic, et c'est celle qui sera retrouvée incendiée le jour de sa disparition. Cette indépendance, elle permet aussi à la jeune femme de payer ses propres frais, ses factures, de vivre seule dans un appartement, ce qui renforce son autonomie de jeune adulte. Et très jeune adulte même, puisqu'elle n'a que 19 ans. Après 3 ans de travail, Shadé décide de poursuivre ses aspirations académiques. Elle intègre le programme de justice pénale au Milwaukee Area Technical College, plus connu sous l'acronyme MATC. Cette institution d'enseignement supérieur offre une large gamme de programmes techniques et professionnels. Elle prépare les étudiants à des carrières dans des secteurs différents.
Un peu avant sa disparition, Shadé réfléchit à son avenir après l'obtention de son diplôme d'associé en justice pénale. Elle envisage de rejoindre l'US Air Force, inspirée par les antécédents militaires de sa famille. Son grand-père est un vétéran de la marine et son oncle un vétéran de l'armée. Mais Shadé est une personne qui aime aussi voyager. Dès qu'elle obtient son passeport, elle en profite pour explorer de nouveaux horizons, elle se rend en Jamaïque et elle fera aussi des voyages en solitaire à Atlanta et à la Nouvelle-Orléans. Shadé est décrite par ses amis et collègues comme une jeune femme très studieuse, travailleuse et très sociable. Elle a une personnalité vibrante, elle est reconnue pour sa grande gentillesse et sa générosité. Toujours pleine de joie et d'amour, elle ne montre jamais de signes de colère ou de contrariété. Sa vie semble suivre son cours naturellement, sans conflit apparent avec qui que ce soit. Donc on se demande ce qui a bien pu se passer le jour de sa disparition. Qu'est-ce qui est arrivé à Shadé et dans quelles circonstances a-t-elle disparu? Le 1er avril, Shadé a un rendez-vous important, un premier date. Bien que peu d'informations soient disponibles sur sa vie sentimentale, ce rendez-vous a l'air très important pour elle. C'est son premier encart avec Maxwell Anderson. Maxwell, c'est un homme de 33 ans, il est plutôt grand, avec une petite barbe, des cheveux mi-longs, blond foncé, et un regard mystérieux, presque froid, comme certains le décrivent. Leur rencontre reste un mystère, sans détails précis sur la manière dont ils se sont connus. Certains suggèrent qu'ils se voient pour la première fois dans un bar où Maxwell travaille en tant que barman, mais à ce stade, rien n'est sûr. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Shadé est impatiente de le rencontrer. Pendant une courte discussion avec une travailleuse de son immeuble, elle lui raconte à quel point elle est impatiente d'aller à ce rendez-vous prévu ce soir-là. À 16h, elle envoie un message à Maxwell dans lequel elle dit avoir envie de fruits de mer. Ils se mettent d'accord pour aller dîner au Twisted Fisherman, un restaurant local spécialisé dans les fruits de mer. Et ça tombe bien, Maxwell y a déjà travaillé, il doit justement y récupérer des papiers, un formulaire fiscal pour une déclaration d'impôt, donc il fera d'une pierre deux coups. Leur venue, Shadé se prépare, elle opte pour un haut blanc qu'elle portera avec une doudoune noire, mais il fait encore un peu frais en ce début de mois d'avril, et un jean déchiré. Elle se rend au Twisted Fisherman avec sa voiture. Une fois sur place, elle retrouve Maxwell, qui est arrivé un peu avant elle, donc il l'attend. Un peu avant 18h30, Shadé et Maxwell décident de continuer la soirée dans un bar, au Duke's on Water. Ils y passent plusieurs heures ensemble, et ensuite ils prennent la décision de se rendre chez Maxwell. Chacun prend sa propre voiture. Tous les deux arrivent chez lui un peu 21h30. On n'a pas plus de détails sur le reste de la soirée. Ce qu'on sait, c'est que après ce date, ce rencard, Shadé disparaît sans laisser de traces. Elle ne donne plus aucune nouvelle à ses proches. La dernière communication connue de Shadé, c'est un message Snapchat envoyé à une amie alors qu'elle est encore au bar avec Maxwell. Et le contenu de son message est à ce jour un mystère. Nous sommes désormais le 2 avril, donc le lendemain. À 7h32 du matin, une Honda Civic est signalée en feu. Des proches de Shadé vont confirmer plus tard dans la journée qu'il s'agit bien de sa voiture, retrouvée à seulement 3 km de son appartement, avec des vêtements, des affaires lui appartenant encore à l'intérieur. Des témoins rapportent avoir vu un homme qui porte un sweat à capuche gris et un sac à dos beige. Cet homme s'éloignait de la voiture alors qu'elle prenait feu. Des images de vidéosurveillance montrent un homme sortant de la voiture de Shadé et on le voit même utiliser un briquet pour mettre le feu au véhicule avant de s'éloigner de la scène. Plus tard dans la journée, à 17h30, une jambe humaine est retrouvée au parc Warnimont à 8 km de la voiture incendiée, comme je le disais plus tôt. Durant cette journée du 2 avril, Shadé ne répond plus à aucun message ni aucun appel de ses amis ou de sa famille. Elle ne se rend pas non plus au travail, et son absence à la pizzeria est tout de suite remarquée. Elle est connue pour sa fiabilité, elle n'a jamais manqué une journée de travail depuis 2019. Inquiète, une amie de la jeune femme contacte le département de police de Milwaukee pour demander un welfare check, une vérification de bien-être. Le lendemain, le 3 avril, une agent de police se rend chez Shadé, elle frappe, mais elle n'obtient aucune réponse. La disparition est signalée comme très inquiétante. Et en parallèle, les premiers tests ADN sont faits sur la jambe retrouvée au parc Warnimont. Les résultats tombent rapidement, cette jambe appartient à Shadé Robinson. Sans que le public ou la famille en soient informés, la police fait le lien entre ces découvertes, la disparition de Shadé et son rendez-vous avec Maxwell. Des enregistrements de vidéosurveillance recueillis par les enquêteurs leur confirment que Shadé a bien rencontré Maxwell le 1er avril au soir. Le téléphone de Shadé est localisé dans les environs de la résidence de Maxwell, en plus de l'application Live 360 qui la situe au même endroit au même moment, confirmation qu'elle s'est rendue chez lui cette nuit-là.
Le téléphone de Maxwell a également borné chez lui au moment où Shadé était avec lui. Mais fait troublant, à environ minuit 45, le téléphone de Shadé quitte cette zone pour se localiser cette fois dans le centre-ville de Milwaukee, puis dans le quartier River West, avant de finir au parc Warnimont. À 4h30 du matin, son téléphone n'a plus de batterie, mais il est toujours localisé au parc. Les enquêteurs mettent aussi la main sur des images de vidéosurveillance qui montrent qu'une Honda Civic est garée près du parc jusqu'à 4h30 du matin. Une silhouette humaine est aperçue, descendant et remontant une falaise qui mène à la plage. Cette personne fait plusieurs allers-retours vers la voiture avant de partir. En ce qui concerne la voiture incendiée de Shadé, le téléphone de Maxwell est également localisé sur les lieux de l'incendie au moment où il se produit. Après avoir mis le feu à la voiture, Maxwell, clairement identifié sur les images de vidéosurveillance, prend un bus, un peu comme s'il voulait brouiller les pistes. Il termine son trajet à pied et il arrive chez lui à 8h43. Le champ des possibilités se réduit de plus en plus, peu de place est laissée au doute. Il faut retrouver Maxwell, et ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le 4 avril, il est arrêté à quelques pas de chez lui lors d'un contrôle de police routier. Dans sa voiture, les policiers retrouvent le sweat à capuche gris correspondant à celui porté par l'homme qui a incendié la voiture de Shadé. Son domicile est perquisitionné dans la journée et on va y faire des découvertes toujours plus macabres. Une quantité significative de sang est présente sur les draps, sur un mur de l'escalier qui mène au sous-sol de sa maison, et on retrouve aussi plusieurs bidons d'essence. Et le sous-sol, c'est un donjon sexuel. Il y a une balançoire sexuelle, des liens, des menottes, des petites fenêtres qui sont couvertes par des stores empêchent toute visibilité de l'intérieur. On croirait à un 50 Shades of Grey version macabre. Après des tests ADN, on apprend que le sang retrouvé chez Maxwell n'appartient pas à Shadé. Donc à qui appartient-il? Il y a peu de chances que ce soit celui de Maxwell, possible qu'il provienne plutôt de quelque chose d'autre, comme un animal par exemple. Une question qui reste à ce jour sans réponse. Le 12 avril, 8 jours après son arrestation, Maxwell est officiellement inculpé pour le meurtre au premier degré de Shadé Robinson. Il risque une peine de prison à perpétuité. Il est aussi poursuivi pour mutilation de cadavres et incendie criminel de biens. 10 jours plus tard, pendant sa première comparution au tribunal, Maxwell plaide non coupable à toutes les charges à son encontre et il renonce à son droit à une audience préliminaire. La famille de Shadé, ses proches et tous ceux qui l'ont côtoyé sont dévastés et sidérés par cette tragédie. Sa mère porte véritablement le poids de cette enquête, une douleur inimaginable pour toute mère. Sur les réseaux sociaux, elle partage de nombreuses photos de sa fille avec le hashtag Justice pour Shadé. Elle espère mobiliser le public pour obtenir des informations sur ce qu'il s'est passé le soir du drame. La famille Anderson, de leur côté, celle de Maxwell, ils vont faire leur première déclaration le 18 avril. Steven, le père de famille, exprime ses condoléances à la famille et aux proches de Shadé. Il adresse un message de compassion et il demande aux médias de respecter leur intimité en cette période de deuil. La mère de Shadé reste méfiante envers la famille Anderson et elle va même intensifier son appel à la justice via les réseaux sociaux. This isn't normal. This is a 2024 Jeffrey Dahmer. I need him held accountable. Si la mère de Shadé compare à Dahmer, c'est en partie parce que lui aussi tuait et démembrait ses victimes, et certaines étaient aussi des personnes noires. Les découvertes des parties du corps de Shadé vont continuer. Le 18 avril, son torse et un bras sont retrouvés sur une plage isolée du lac Michigan dans le sud de Milwaukee. Qui est Maxwell Anderson? Cet homme qui, après un premier rendez-vous en toute apparence anodin, va non seulement tuer Shadé Robinson, une jeune femme de 14 ans sa cadette, mais qui va aussi démembrer et éparpiller son corps dans le lac Michigan. Maxwell Anderson naît en 1991, il a 33 ans au moment des faits. Il est issu d'une famille très riche, son père, Steven Anderson, dirige un important groupe d'agences d'assurance qui opèrent dans plusieurs États aux États-Unis. Une ancienne adresse des Maxwell dans les archives judiciaires montre qu'une de leurs maisons est estimée à près de 3 millions de dollars. Cette maison, ou plutôt ce château, se trouve dans le comté de Waukesha, une ville plutôt résidentielle et prospère du Wisconsin. Et c'est dans cette ville que Maxwell grandit aux côtés de ses parents et de sa petite sœur. Il fréquente 3 lycées différents, Kettle Moraine, Catholic Memorial et Pewaukee. À l'école, Maxwell se fait surnommer Archie, et il fait partie de l'équipe de lutte de son premier lycée pendant une année. Connu pour toujours porter des vêtements de luxe, ses camarades d'école comprennent vite que leur ami Archie est plein aux as. D'ailleurs, il a toujours de l'argent en espèces sur lui. Mais comme l'argent n'achète pas tout, il arrive que certains de ses camarades le malmènent. Certains disent que c'est à cause du milieu aisé duquel il est issu, et à cause de son apparence qu'il se fait harceler, et d'autres disent que c'est plutôt à cause de son étrangeté. Le mec est vraiment atypique.
Un an après avoir terminé ses études secondaires, en 2010, ses parents prennent la décision de divorcer, et ça va marquer un tournant dans la vie de Maxwell. Et pourtant, ses problèmes avec la justice ont déjà commencé, ça précède le divorce. Si on doit faire le lien avec, ce serait plutôt dans le sens où l'entente au sein du couple était devenue très mauvaise. En janvier 2009, c'est le soir du Nouvel An. Maxwell a seulement 18 ans, il est aperçu accroupi derrière la porte de sa voiture par un agent de police. Il est 2h30 du matin, sa voiture est en sens inverse de la circulation, ce qui alerte le policier. Quand il essaie d'interpeller Maxwell, Maxwell va rapidement remonter dans sa voiture et il prend la fuite. S'ensuit une course-poursuite. Maxwell finit par s'arrêter sur le bas-côté de la route. Il avoue avoir bu une bière plus tôt dans la soirée. Il n'a pas l'âge légal pour consommer de l'alcool, je le rappelle, aux États-Unis, c'est 21 ans. À la suite de cet incident, on ne sait pas s'il y a des conséquences pour Maxwell. 2 semaines plus tard, son lycée demande sa comparution auprès du bureau du shérif. Maxwell a séché les cours pour fumer dans sa voiture sur le parking de l'école. Et encore une fois, il n'a pas l'âge légal. On ne sait pas si Maxwell est finalement appelé à comparaître. À la fin du même mois, la police reçoit une information d'un appelant anonyme. Ça concerne une fête avec des mineurs qui sont en état d'ébriété. C'est la propriétaire des lieux qui, en son absence, a autorisé sa nièce à rester chez elle. Elle pense que sa nièce organise une petite soirée avec des jeunes de son âge, et donc trop jeune pour consommer de l'alcool. La propriétaire donne à la police le code pour rentrer par son garage, et effectivement, à leur arrivée, les policiers font face à une vingtaine de jeunes en train de faire la fête dans le sous-sol de la maison. Maxwell, qui est aussi présent, va briser une fenêtre du sous-sol pour s'enfuir par celle-ci. Malgré son évasion, d'autres fêtards vont le dénoncer. Pour les officiers, direction la maison des Anderson. C'est le père de Maxwell qui leur ouvre la porte. « Vous savez où est votre fils ?» lui demande-t-il. « Mon fils, je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis minuit passé, mais rien d'inquiétant, il dort chez un ami. » Voilà ce qu'on sait de leur échange. Et le policier finira par tendre sa carte de visite au père de Maxwell. Dans le rapport de police, il est indiqué que le père leur aurait aussi répondu « Je vous verrai au tribunal ». Pour terminer sur cet incident, il faut savoir que le lendemain, Maxwell se présente de lui-même au poste de police. Il va atténuer les faits. S'il est passé par la fenêtre, c'est simplement parce qu'une autre personne l'avait brisé, et lui, il n'a fait qu'en profiter. Et de toute façon, il n'avait même pas consommé d'alcool ce soir-là, aucune raison de fuir. Il est certes parti, mais pas pour très longtemps. Il a appelé son père qui a fini par venir le chercher. Du coup, maintenant, vu qu'on est le lendemain, c'est pas possible de vérifier s'il avait bu de l'alcool ou pas. Maxwell finira par recevoir des contraventions pour dommages matériels et obstruction à un agent. Plus tard cette même année, un adjoint du shérif du comté de Waukesha est sur la route. Il est très pressé et en effet, il est à la recherche d'une femme ivre qui a brandi une arme à feu dans un restaurant avant de s'enfuir à bord d'une camionnette. Par chance, l'agent croit apercevoir la camionnette sur cette route, il allume ses gyrophares et la course-poursuite commence. Mais une voiture se trouve devant lui et cette voiture refuse de s'écarter, ce qui empêche l'agent de rattraper la camionnette. Le conducteur lui fait même un bras d'honneur, ce qui au passage est autorisé aux États-Unis. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est de bloquer la route à une voiture de police, surtout en pleine course-poursuite. L'adjoint note la plaque d'immatriculation pour plus tard, et une fois l'affaire de la femme bourrée réglée, il contacte le propriétaire du véhicule. Qui est à l'autre bout du fil ? Le père de Maxwell. Quand on lui annonce la raison de l'appel, il se met à crier, il se montre très réticent à fournir des informations, malgré l'insistance d'un adjoint sur la gravité de l'affaire. Maxwell va recevoir 2 contraventions pour cette nouvelle histoire. Ben oui, c'était lui au volant, c'était pas son père. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce moment-là que le père de Maxwell, il aurait peut-être mieux fait de crier sur son fils plutôt que sur la police. Il a l'air de dire amen à tout et même de le défendre sur de l'indéfendable. Alors, crier sur son gosse, c'est vrai que c'est pas la solution, mais le laisser faire tout ce qu'il veut, c'est pas non plus une solution. Et la preuve, tout ce que je viens de citer. Et c'est pas fini. 5 mois plus tard, Maxwell est de nouveau surpris par la police en train de boire. C'est pendant une soirée, chez lui, cette fois. Il essaie en vain de se cacher derrière un meuble, en se couvrant avec une couverture, magnifique sa cachette. Escorté hors de chez lui, Maxwell hurle des obscénités, dont une envers une femme policière, insulte pour laquelle il s'excusera plus tard. Quand on le place dans la voiture de police après cet incident, Maxwell urine à l'intérieur du véhicule pendant qu'il est escorté à la prison du comté. Et là encore, il va recevoir des contraventions. Maxwell obtient son diplôme de lycée en 2009, son père lui achète sa première voiture d'occasion et une modeste maison à Milwaukee, pour reprendre les mots de son père. On ne sait pas ce qu'il fait pendant les 2 années qui suivent le lycée, ce qu'on sait c'est que Maxwell finira par intégrer la marine américaine. Tentative de discipline du daron, possible. Selon les dossiers du ministère américain de la Défense, le service de Maxwell prend fin après seulement 6 mois. Un départ prématuré dont on ignore les circonstances. Certaines rumeurs parlent d'abus d'alcool et de substances.
Alors qu'il vient de quitter la marine, Maxwell prend contact avec un ami d'enfance, ici du même comté que lui, et qui s'est, lui, installé en Arizona pour poursuivre ses études. Il s'avère que cet ami dispose d'une chambre libre dans la maison qu'il partage avec 2 autres colocataires. Donc il invite Maxwell à venir emménager avec eux. Bon, pourquoi pas, après tout, un nouveau départ, ça peut faire du bien. Et donc c'est ce que fera Maxwell, direction l'Arizona. Autant te dire que la coloc, très loin de se passer comme l'entendait son ami. Vis-à-vis de ses 2 autres colocataires, Maxwell, qui se fait toujours appeler Archie, est évité parce qu'on le trouve étrange. Alors faut dire que dès le début de sa vingtaine, Maxwell porte régulièrement une arme à feu sur lui, si elle n'est pas posée tout près de lui. C'est un jeune homme qui se plaint de l'effondrement de la société et qui laisse des pièges autour de la maison pour déjouer d'éventuels intrus, en laissant des billes sur le sol par exemple, ou en fabriquant lui-même des pièges à lapins. Genre «Maman, j'ai raté l'avion». On dit même que Maxwell essaie pendant un temps de suspendre un pieu en bois au-dessus de la porte d'entrée pour qu'il tombe, hein, entre guillemets, sur quiconque entrerait, et apparemment une installation très mal conçue d'après ses colocataires, qui rend le dispositif plus dangereux que prévoyant. On dirait plus une chasse aux vampires que des pièges pour capturer des intrus et des cambrioleurs. Donc imagine pour les 2 colocs déjà sur place. Il y a un nouveau colocataire arrivé de nulle part, on le connaît pas, il met en place des stratagèmes vraiment étranges, voire très dangereux, avec l'idée presque obsédante d'une intrusion. Et puis le nouveau, il ne poursuit pas d'études, il ne travaille pas, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Bah, pas grand-chose, et il ne contribue même pas au ménage, ce qui agace forcément les colocataires qui doivent nettoyer après lui. Maxwell trouve plus important d'échanger ses packs de bière qu'il achète moins cher avec ceux plus chers achetés par les colocataires. La situation devient intenable. Son ami, qu'il avait pourtant invité à emménager, il veut désormais partir. Il veut, lui, déménager. Il veut pas le virer. Il veut partir lui. Un soir où il n'en peut plus, il dit à Maxwell: «T'es égoïste, t'es un mauvais coloc». L'ami en question retourne dans sa chambre, il s'assoit à son bureau. Maxwell refuse ce qu'il vient de lui dire, enfin il n'accepte pas. Il va le suivre dans sa chambre avec son arme à la main. Maxwell a l'air d'avoir pleuré, il n'est plus lui-même, son ami dira plus tard, c'est comme si quelqu'un d'autre était aux commandes. De sa main libre, Maxwell s'appuie sur la chaise du bureau, celle sur laquelle son ami est assis, et à ce moment-là, l'ami se dit: «Je ne peux pas croire qu'il va gâcher notre amitié». Il réussit à calmer Maxwell qui finit par baisser le ton. Cet ami ne sait pas si l'arme était chargée et il ne contactera jamais la police à propos de cet incident. Quelques mois plus tard, c'est lui qui quitte la maison partagée et il coupe définitivement les ponts avec Maxwell. En juillet 2014, Maxwell fait son grand retour dans le Wisconsin, sans manquer le retour de ses démêlés avec la justice du Wisconsin. Pendant une visite chez sa mère, un nouvel incident se produit. On n'en connaît pas la cause exacte. Dans la maison, il y a Maxwell, sa mère et un homme qu'on suppose être le compagnon de sa mère, ça peut être quelqu'un d'autre. Maxwell hurle, il pousse sa mère, il lui casse son téléphone et il saccage la cuisine en jetant des objets un peu partout. Le compagnon supposé, l'autre homme qui est là, va contacter la police qui intervient rapidement. À leur arrivée, il tente de maîtriser la situation, il demande à Maxwell de se calmer et de se montrer moins menaçant, mais il répond à un des policiers: «Qu'est-ce que tu vas faire? Me tirer dessus?» Maxwell va ensuite essayer de voler la voiture de sa mère, mais le compagnon, l'autre homme qui est là, va tenter de l'en empêcher, étant donné l'état visiblement altéré de Maxwell. Maxwell va pousser l'homme qui tombe à terre, il le roue de coups, il finit par réussir à voler la voiture, il démarre, il part, mais il revient, comme si de rien n'était. Sauf que cette fois-ci, il a un accident, la voiture s'écrase sur la terrasse arrière de la maison. Maxwell sera interpellé par la police. Sa mère sera interrogée à propos de cet incident. Elle explique aux agents qu'elle pense que son fils a agi sous l'influence de drogue ou d'alcool à ce moment-là. Elle ne veut pas qu'il soit poursuivi en justice. Mais laisse-le aller en taule quelques jours, peut-être que ça va lui faire du bien. Apparemment, ça lui sert pas de leçon qu'il paye des amendes à chaque fois. Et puis en plus, j'imagine que c'est même pas lui qui les paye les amendes. Mais bref. Concernant l'homme qui est sur place pendant l'incident, le supposé compagnon, une équipe médicale est dépêchée sur place et ils vont constater qu'il a plusieurs côtes cassées. Maxwell est également blessé, mais beaucoup moins, il a la clavicule cassée, mais en même temps c'est de sa faute. Malgré le souhait de sa mère, Maxwell est arrêté et inculpé de 2 chefs d'accusation pour trouble à l'ordre public, le tout passible d'une peine maximale de 6 mois de prison et une amende de 2000 $. Maxwell plaide coupable pour l'un des chefs d'accusation dans le cadre d'un accord de plaidoyer et il est condamné à payer, écoute bien, 416 $ d'amende et de frais. Alors que cette dernière affaire suit toujours son cours, Maxwell change d'adresse officielle, il passe d'une des maisons appartenant à son père à une résidence en duplex dans le sud de Milwaukee. Cette nouvelle résidence, elle a une valeur d'environ 300 000 $ et c'est une propriété qui appartient aussi à son père. Bon, il y en a plein des maisons dans la famille Anderson.
Pendant la même période, Maxwell tente de renouer avec le passé. Il contacte un ancien ami du comté où il a grandi, comme il l'avait fait avec celui dans l'Arizona. Cet ami ne lui répondra jamais. L'année suivante, un nouvel incident arrive. On est en 2015, Maxwell a alors 24 ans, il séjourne dans le village touristique d'Egg Harbor avec sa famille. Egg Harbor, réputé pour ses vues pittoresques en bord de mer, ses activités de plein air, comme le bateau, la randonnée, ainsi que ses charmantes boutiques vignobles et galeries d'art, pourrait n'être que le cadre parfait pour un séjour tranquille en famille. Et cette tranquillité est rapidement perturbée par le comportement de Maxwell. Sa famille remarque qu'il a des difficultés assez persistantes, il ne prend pas soin de son espace, il ne prend pas l'initiative de nettoyer derrière lui, une habitude qui devient rapidement insoutenable pour les proches avec qui il séjourne. Inquiets, les membres de sa famille suggèrent qu'il pourrait y avoir un problème plus profond. On lui propose de consulter un professionnel de santé mentale. Cette intervention déclenche une réaction violente chez Maxwell. En réponse, il jette un verre qui se brise, il donne un coup de poing dans le mur qu'il marque d'un énorme trou, et il va même casser 2 des téléphones de ses proches qui tentent d'appeler la police face à ce déferlement de violence. Les agents de police arrivent sur les lieux et interpellent Maxwell pour trouble à l'ordre public, dommages criminels à la propriété et intimidation de témoins. Pour éviter la prison, Maxwell conclut encore une fois un accord de plaidoyer. Les accusations initiales de crime sont modifiées en délits pour lesquels il plaide coupable et au final, l'accusation de dommages criminels est rejetée. Maxwell est condamné à du sursis pour 2 ans, mais il doit purger 10 jours de prison. Vu son casier, je suis quand même choquée que ce soit seulement 10 jours. Il y a quand même intimidation de témoins, abus de substances répétés, des faits de violence envers le supposé compagnon de sa mère. Je pense qu'il aurait été noir, ça aurait pas été la même histoire. En 2019, les 2 années de sursis sont passées, Maxwell vit à Milwaukee dans le grand duplex de son père, mais évidemment, ses démêlés avec la justice ne s'arrêtent pas. Cette même année, il est accusé d'avoir assailli de coups de poing un homme de 56 ans qui tentait en plus d'intervenir pendant une dispute que Maxwell avait dans la rue avec une femme, on ne sait pas qui. Maxwell admet avoir frappé l'homme et il refuse de fournir des explications sur ce qui a bien pu se passer, sur ce qui l'a poussé à adopter un comportement aussi violent. Une vidéo enregistrée par un témoin montre le visage de la victime couvert de sang, un peu avant l'arrivée de la police. Maxwell est inculpé pour coups et blessures et troubles à l'ordre public. Et encore une fois, il conclut un accord de plaidoyer, il bénéficie d'1 année de mise à l'épreuve après avoir plaidé coupable de troubles à l'ordre public, en plus de la possibilité de mettre fin à sa probation de manière anticipée après seulement 4 mois. Malgré ses antécédents judiciaires, Maxwell travaille dans les bars de la région de Milwaukee. Sur Facebook, il se décrit comme un ancien technicien en électronique de l'aviation dans la marine des États-Unis, qui travaille désormais en tant que barman au Rave Eagles Club, une salle de concert de Milwaukee qui accueille des concerts de divers genres musicaux. Cette dernière information n'est pas actualisée puisqu'en effet, il a depuis commencé à travailler au Victor's Night Club. Et ça, c'est en 2024, mais avant ça, il travaille dans d'autres bars ou salles de concert. En janvier 2022, alors qu'il travaille au Heartbreaker, un club de striptease où il est à la fois barman et agent de sécurité, Maxwell est de nouveau confronté à la justice. Alors qu'il rentre chez lui, un agent de police l'interpelle pour avoir roulé à 110 km/h sur une route limitée à 50. Maxwell nie avoir consommé de l'alcool, mais les tests révèlent un taux de 0,12%, donc on est bien au-dessus de la limite légale qui est de 0,08%. Il est inculpé pour 2 délits liés à la conduite en état d'ivresse, il plaide coupable pour l'un des deux et il est condamné, je te le donne en mille, à du sursis. 1 an cette fois, avec un tout petit peu de prison, 5 jours, avec possibilité de placement à l'extérieur en plus. Bon, normalement, plus tu commets des infractions, des délits, des crimes, plus la sentence est lourde. Dans le cas de Maxwell, on dirait que ça s'allège. On est passé de 2 ans de sursis et 10 jours d'incarcération à 1 an de sursis avec 5 jours de prison en extérieur. Je pense que ça veut dire bracelet électronique. Alors je reconnais que cette fois, on a quand même l'intelligence de lui retirer son permis de conduire, il était temps, mais on lui retire le permis seulement sur la période de sursis, donc 1 an. Pendant une audience de révision en août 2023, la Cour est informée par un agent de police que Maxwell a été testé positif à la cocaïne, à la marijuana et à l'alcool. On renforce donc les conditions de sa probation avec une ordonnance de sobriété absolue. Et pour finir sur la liste de tous les incidents connus de Maxwell Anderson, un dernier. Depuis qu'il a emménagé dans le duplex à Milwaukee, d'après les données de la police, on intervient une fois à cette adresse pour un vol de véhicule. Maxwell, tu l'as compris, c'est un homme très perturbé. Un de ses amis le décrit comme une personne plutôt tranquille, mais c'est vrai qu'il dégage une vibe étrange, pour reprendre les mots de cet ami.
Il a ce quelque chose d'inquiétant en lui et on peut facilement se sentir mal à l'aise à ses côtés. Maxwell est connu pour ses accès de colère incontrôlables, même pour des choses anodines, et pourtant bizarrement au travail, tout se passe très bien. C'est un bon employé, d'après son patron. Sur Facebook, on peut voir que Maxwell demande des conseils pour arriver à dormir, ses proches sont au courant de ses difficultés à dormir. En plus de sa passion pour les armes à feu et particulièrement les pistolets à air comprimé avec lesquels il aime tirer, il adore aussi les animés. Maxwell a rénové récemment son sous-sol, un de ses amis l'a remarqué, et d'ailleurs cet ami se rend chez lui en juin 2023 et il constate un énorme trou juste à côté du chemin dans son arrière-cour. Il recommande même à Maxwell de le recouvrir pour que son chien ne tombe pas dedans. Donc oui, apparemment Maxwell il a un chien. Maxwell explique à cet ami qu'il construit un sous-sol souterrain malgré le fait qu'il dispose déjà d'un sous-sol traditionnel. Pendant une interview, un journaliste demande à cet ami de quelle taille est le trou. L'ami répond qu'il mesure environ 1,50 m de long et 1,80 m de profondeur. Il va même dessiner un schéma pour illustrer ce qu'il dit et il ajoute « Il y a une barrière, tu fais 2 pas en avant et c'est sur la gauche ». Il le construisait sur le côté gauche, à gauche d'une allée en béton. Quand le public apprend cette nouvelle, on sait déjà beaucoup de choses sur Maxwell qui est en détention. Certaines personnes parlent d'un cimetière dans l'arrière-cour. Le 12 avril 2024, quelques jours après la découverte des restes de Shade Robinson, la terre est creusée à cet endroit-là, mais rien ne sera retrouvé, en tout cas pas à ce jour, ou alors l'info n'est pas encore rendue publique. De Nancy Grace aux détectives de Reddit, l'affaire déchaîne les passions. Tout le monde se demande ce qui a pu pousser cet homme à tuer Shade au premier rendez-vous, et on se demande aussi s'il n'y a pas d'autres victimes. On parvient même à faire le lien avec des disparitions dans la région. Rien ne soutient la possibilité d'autres victimes jusqu'à présent, en tout cas, et la police contredit cette éventualité pour le moment. Et si l'affaire déchaîne autant les passions, c'est aussi parce que pendant le mois de mai, un bras est retrouvé sur un rivage à la plage municipale de Waukegan, et à chaque fois ce sont des promeneurs, notamment ceux et celles qui se promènent sur les plages, qui font ces découvertes macabres. Ce bras appartient à Shade Robinson. Depuis son arrestation, la famille de Maxwell fait appel à Anthony Cotton, un avocat devenu populaire il y a 10 ans quand il a représenté l'une des 2 jeunes filles accusées d'avoir poignardé le Slenderman. Maxwell est actuellement détenu sous une caution de 5 millions de dollars. Par contre, personne n'a payé cette caution, donc il ne sera pas libéré. Il restera incarcéré jusqu'à son procès. On dirait que les parents, ils ont enfin compris, parce que je suis sûre qu'ils les ont les 5 millions pour payer. De son côté, la mère de Shade, elle engage l'avocate Verona Swanigan, reconnue comme étant la première femme afro-américaine à se présenter au poste de procureur du comté de Milwaukee. Son choix est aussi motivé par l'engagement de cette femme en faveur des intérêts de la communauté, notamment contre la maltraitance des enfants et pour l'amélioration du système éducatif. L'avocate intente une action en justice pour mort injustifiée contre Maxwell. La mère de Shade dépose également plusieurs demandes au titre de la loi sur la liberté de l'information auprès de la ville de Waukegan et de la police de Waukegan suite à la découverte du bras sur le rivage de la plage de Waukegan. Cette démarche vise à obtenir des informations supplémentaires sur l'enquête et les circonstances entourant cette découverte, et elle fait aussi suite à un gros scandale. Une polémique éclate quand le bras est retrouvé sur la rive puisqu'il est photographié et posté sur Facebook par un conseiller municipal, Keith Turner. La mère de Shade déclare dans un communiqué absolument poignant « Ma fille a été torturée et je suis torturée, mais le fait que la première fois que j'ai la chance de revoir mon enfant depuis le dimanche de Pâques soit sur Facebook parce qu'un candidat à la mairie, un conseiller municipal, n'a pas eu la décence et le professionnalisme de faire preuve de compassion et de tact à l'égard de la famille d'une victime est déchirant et agonisant. Je mourais d'envie de voir mon enfant et ce moment où j'ai revu son corps aurait dû être privé, réservé à mes yeux et à ceux de ma famille. Il ne s'agit pas d'un film, d'une émission de télévision ou d'un sujet de commentaire public, il s'agit de notre vie et de la vie de ma magnifique fille de 19 ans. Je parle au nom de toutes les victimes car quelle que soit la personne à qui une telle chose arrive, cette douleur bouleversante ne devrait jamais être exposée par un représentant du gouvernement. En réponse, la maire de Waukegan condamne les actions de Keith Turner dans un communiqué officiel, jugeant sa publication comme moralement choquante, irresponsable et cruelle envers la famille de la victime. L'affaire Shade Robinson continue de s'envenimer avec chaque nouvelle découverte et chaque nouvelle déclaration, ajoutant des couches à cette affaire déjà tragique. À ce jour, les restes de Shade n'ont été retrouvés que partiellement, une de ses jambes le 3 avril au parc Warnimont, un de ses pieds près de sa voiture, son torse le 18 avril sur une plage du lac Michigan, ses 2 bras, un sur la plage du lac Michigan le 18 avril, l'autre le 16 mai sur un rivage de la plage de Waukegan. D'autres restes auraient été retrouvés entre le 5 et le 6 avril sans précision.
En raison de la récupération incomplète de ces restes, la famille de Shadé doit faire face à de grandes difficultés pour organiser des funérailles traditionnelles. L'incertitude quant à la localisation de son corps ne fait qu'accentuer la douleur de ses proches. Dans l'attente de retrouver ses restes, le 10 mai 2024, jour qui aurait été le 20e anniversaire de Shadé, un service commémoratif public est organisé au Baird Center à Milwaukee. La famille, les amis et les membres de la communauté se réunissent pour honorer la mémoire de Shadé. La plupart s'habillent de rose, la couleur préférée de la jeune femme, désormais symbole de leur amour pour elle. La mère de Shadé déclare lors de cette journée qu'une association à but non lucratif sera créée à la suite de la mort de sa fille, la Shadé's Voice Foundation. Cette fondation aura pour but d'attirer l'attention sur les jeunes filles noires disparues. Elle crée également un compte Instagram accessible via Shadé's Voice Foundation. Un GoFundMe est ouvert pour récolter 30 000 $ qui permettront de couvrir les dépenses liées au futur service commémoratif de Shadé pour qu'il soit digne d'une princesse, de la princesse qu'elle était, et aussi le reflet de la beauté et de la grâce dont Shadé a fait preuve tout au long de sa vie. Cette aide permettra aussi à la famille de payer d'autres nécessités liées à la disparition de Shadé. Très rapidement, la collecte de fonds atteint 64 400 $. Elle est aujourd'hui fermée. À la fin du mois de mai, la mère de Shadé supplie publiquement les parents de Maxwell de le convaincre d'avouer le meurtre et le démembrement de Shadé afin que le reste de son corps puisse être retrouvé. On attend toujours une réponse de la famille Anderson. Le 13 septembre 2024, Maxwell se présente devant un juge pour une audience préalable au procès, dite de requête. Pendant cette audience, la défense de Maxwell tente de séparer l'accusation d'incendie criminel de celle d'homicide afin qu'elle soit jugée séparément. Cette requête est refusée par le juge. Maxwell sera donc jugé pour les 3 chefs d'accusation à son encontre dans le même procès qui, je le rappelle, sont homicide intentionnel au premier degré, mutilation de cadavres et incendie de biens. La défense demande également un ajournement pour l'audience finale préalable au procès en raison de la réception de nouvelles preuves et de la nécessité d'examiner la liste des témoins de l'État, ce qui peut prendre un peu de temps étant donné l'impact sur la communauté qu'a cette affaire. On parle quand même de promeneurs et promeneuses qui retrouvent les restes de Shadé, et il est aussi question de faire juger l'affaire dans un autre État. Le tribunal accorde cette demande et une nouvelle date est fixée pour le 23 octobre 2024. Alors dans un autre État, pourquoi? Je ne pense pas que ce soit forcément dans un autre État, et je pense qu'on se pose plutôt la question de la Cour d'État ou la Cour fédérale. On va pas entrer dans le détail, mais pour information, le tribunal fédéral et le tribunal d'État n'ont pas la même étendue juridique, ils ne fonctionnent pas de la même façon, ils ne gèrent pas le même type d'affaires, les juges ne sont pas sélectionnés de la même façon, etc. Enfin, il y a plusieurs différences. En attendant le procès, voici les dernières informations officielles concernant l'affaire Shadé Robinson. On apprend de l'autopsie que la jambe de Shadé a été sectionnée avec un instrument tranchant. On évoque aussi le fait que le pied a été retrouvé à quelques pâtés de maison de l'endroit où sa voiture brûlée a été découverte, ce qui lie de fait l'incident criminel au meurtre de Shadé. Des images de vidéosurveillance montrent que Maxwell est présent sur les lieux avant de prendre ensuite un bus pour rentrer chez lui. Et quand son domicile est perquisitionné, la police collecte des échantillons de taches de sang, donc ça on le sait, et on apprend qu'il trouve aussi des vêtements de Shadé cachés dans son sous-sol. Un mandat de perquisition, cette fois sur le téléphone de Maxwell, révèle qu'il a tenté de dissimuler la mort de Shadé avec un message qu'il lui envoie le lendemain matin. Le contenu de ce SMS reste un mystère, mais on peut facilement s'imaginer j'ai beaucoup apprécié notre rencard d'hier soir, ou un truc du genre pour essayer de brouiller les pistes. La famille de Shadé, et notamment sa mère, va tenir parole, elle est présente à toutes les audiences, déterminée à obtenir justice pour sa fille. Dans une dernière audience, celle du 23 octobre 2024, l'accusation déclare se préparer pour le procès, a exposé à peu près 500 pièces à conviction et éléments de preuve. Aucun accord de plaidoyer ne sera offert à Maxwell. Sursis et 10 jours de prison, c'est terminé. On s'attend à ce que le procès dure 1 à 2 semaines, et la date prévue est le 9 décembre 2024. L'affaire suit son cours, les enjeux ne cessent de croître. Maxwell est désormais confronté à un procès qui a l'air en faveur de l'accusation et qui va le mettre face à 3 chefs d'accusation très graves. Les preuves matérielles, les témoignages, les découvertes de parties de corps, les images de vidéosurveillance, tout ça renforce le dossier contre lui, tandis que la famille de Shadé reste déterminée à obtenir justice. Encore une fois, on a une affaire de meurtre qui aurait pu être évitée. Les antécédents de Maxwell auraient dû l'emprisonner. La justice a été bien trop clémente avec ce gosse de riche privilégié. Monter en intensité dans le crime, c'est du déjà vu, et c'est justement pour ça que la justice aurait dû être plus sévère et donner bien plus que seulement des amendes. Et des sursis et des 5 jours par-ci, 10 jours par-là de prison.
à l'extérieur. Surtout quand on prend en compte que les délits et crimes commis par Maxwell ont commencé alors qu'il était très jeune. À 19 ans, il boit, il s'enfuit par des fenêtres brisées, alors que Shadé, au même âge, elle a son propre appartement, ses factures qu'elle paye seule, une voiture qu'elle s'est offerte. On pouvait pas trouver de profil plus opposé. Et elle a l'air aussi d'avoir d'excellents rapports avec sa famille, alors que pour Maxwell, il y a clairement une détérioration de toutes ses relations, tant avec sa famille qu'avec ses amis. Il s'en prenait même à des inconnus dans la rue de façon très violente. J'attends aussi d'avoir plus d'informations concernant ses relations amoureuses passées, qu'est-ce que les ex ont à dire de Maxwell, et autant je juge pas la sexualité des autres, chacun ses délires, tant qu'il y a consentement et qu'on reste dans la légalité, mais c'est pas tout le monde qui a un donjon sexuel dans son sous-sol. Et pour finir, puisque tu me connais bien, tu sais que je me pose forcément la question de ces traumatismes d'enfance à Maxwell. On tombe pas dans l'addiction par accident, et certes j'aime bien m'attaquer aux gosses de riches parce que je suis pauvre, mais avoir beaucoup d'argent et du privilège ne fait pas tomber dans l'addiction. L'addiction, le mal-être mental, psychologique, ça touche toutes les sphères de la société, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il a vécu dans l'enfance ou dans l'adolescence, comment étaient les rapports avec les parents, avec sa sœur dont on n'a quasiment pas parlé. Bref, tant de questions qui, je l'espère, auront une réponse en décembre, Inch'Allah. Je te tiens informé en description ou en commentaire épinglé. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Inch'Allah. Bye.